Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast d'Anywhere Uni. Alors aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial puisque nous sommes à Lausanne, nous sommes à l'école hôtelière de Lausanne et on va avoir non pas un invité, mais deux invités avec nous aujourd'hui. Et on va bouger avec nos invités puisqu'ils sont sur le campus de l'école hôtelière de Lausanne. Donc on va avoir la chance d'avoir un petit tour pour voir un petit peu l'intérieur du campus dans ce début de podcast. Donc bonsoir Alexandre. Alexandre est recruteur pour l'école hôtelière de Lausanne, pour la France, l'Andorre, la Suisse et Monaco. Et nous avons aussi avec nous Émilien, qui est étudiant en troisième année. Bonsoir Émilien. Ça. Bon, c'est un plaisir d'être avec vous tous les deux aujourd'hui. C'est super d'avoir et la perspective du recruteur voilà, qui connaît les étudiants, l'intérêt de ces étudiants et qui les voit après passer à l'école hôtelière de Lausanne. Vous vous connaissiez peut-être déjà avant, Émilien, que tu rentres à l'école hôtelière de Lausanne? Alors non, malheureusement, on n'a pas eu cette chance. On s'est connus sur un des salons dans lequel je l'ai accompagné parce que D'accord, certains des ambassadeurs se déplacent en fait. Et puis bon, on s'est connus justement lors d'un salon en fait. super. Donc, Et c'est puis la perspective étudiante, voilà, c'est génial d'avoir. D'habitude, on fait soit étudiant, soit recruteur. Là, aujourd'hui, on a les deux en même temps, donc on a de la chance. Mhm. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'école hôtelière de Lausanne, avant qu'on parte pour cette petite visite guidée? Qu'est-ce que c'est cette école, hein? Qu'est-ce qu'elle a d'unique et de particulier? Qu'est-ce qu'elle offre? Tout d'abord, bonsoir à tous, c'est Alexandre, je suis basé à Montpellier, ancien parisien. Je travaille pour l'école hôtelière de Lausanne depuis 7 mois. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Emilien lors d'un événement et je fais souvent appel à lui maintenant. Il représente l'école de manière exceptionnelle. C'est un étudiant ambassadeur Gold. Donc, celles et ceux qui nous rejoignent par la suite peuvent le devenir aussi. C'est des questions de travail, de persévérance et de motivation. Donc, nous avons aussi beaucoup de passions en commun. Voilà, au-delà de l'hôtellerie, de la gastronomie, du luxe, des chiffres, surtout pour Emilien. Nous aimons beaucoup le sport, nous sommes les voyages, nous sommes des épicuriens. C'est important d'avoir cette mentalité pour rejoindre le HL, bien évidemment. Ensuite, le HL, qu'est-ce que le HL? Elle a été fondée en 1893. C'est la plus ancienne école hôtelière du monde qui a été fondée à Lausanne pour pouvoir former du personnel pour les métiers d'hôtellerie. D'accord? Et ensuite, l'école hôtelière de Lausanne, actuellement, elle est en train d'opérer un changement, c'est-à-dire un changement plus orienté business. C'est-à-dire que vous avez un savant condensé de disciplines hôtelières, comme la gastronomie, le service, la réception, couplé avec des disciplines plus axées école de commerce, comme la finance, les statistiques, la data, la microéconomie, la macroéconomie, l'entrepreneuriat, la gestion de projet. D'ailleurs, Emilien, tu pourras parler de ton projet plus tard. Emilien ne veut pas du tout s'orienter dans l'hôtellerie, il a un projet plutôt dans l'asset management, dans la finance, n'est-ce pas? Exactement, ouais, Pour moi. c'est très différent. C'est très souvent les gens, un peu ce cliché de dire oui, l'école hôtelière, on forme pardon, des maîtres d'hôtel, alors que pas du tout. La plupart des étudiants, une fois qu'ils ont terminé leurs études, s'orientent dans des grandes banques, dans des grands cabinets de conseil, ils vont dans des grandes maisons de luxe à travers le monde. Enfin, c'est très vaste et varié. Il y en a quand même dans l'aviation privée. Enfin, il y a tellement de patterns qu'on retrouve ici à l'EHL qui sont hors des sentiers battus, je dirais, de l'hôtellerie en fait pure et dure. Donc c'est ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vient chercher du coup, si c'est pas pour rentrer, parce qu'évidemment, le HL, c'est l'école qui est connue comme étant la plus prestigieuse au niveau hôtellerie dans le monde. Donc, il y a évidemment beaucoup d'élèves, je suis sûr, qui vont vers ces carrières-là et qui y vont pour ces raisons-là. Pour des étudiants qui, justement, n'auraient pas forcément cet objectif-là, en quoi est-ce que la formation de l'EHL est unique? Et par exemple, toi, Emilien, pourquoi tu as choisi cette formation-là et pas une grande école de commerce ailleurs? Non, je comprends. C'est vrai que l'EHL, je dirais, la plupart des gens qui viennent chercher ici, c'est vraiment plus les soft skills. En fait, de par toutes les interactions qu'on a de manière générale ici à l'EHL, tous les guest speakers qui viennent, on a deux stages de 6 mois à faire obligatoires en première année, puis en troisième année. Je dirais vraiment, les gens viennent chercher en fait cette expérience qui est couplée entre à la fois, on a, oui, ce côté académique, où on va vraiment, comme comme on le mentionnait avant, c'est-à-dire qu'on va avoir des cours de finance, des cours de gestion d'entreprise, etc. Puis on va coupler ça avec justement des stages pratiques ou alors ce qu'on appelle le SBP, ce qui est le Student Business Project. Donc en dernière année, au lieu d'avoir, on dirait, un travail de bachelor en guillemets standard, on va vraiment avoir ce projet de consulting où pendant 2 mois et demi, on va travailler pour une entreprise. Donc moi, c'est pour cela que j'ai choisi l'UHL. En fait, c'est vraiment de pouvoir coupler
et l'académique d'un côté qui est quand même très pointilleux sur plein de domaines, un rythme qui est quand même assez soutenu vu qu'on change de matière tous les 4 mois et demi, 5 mois environ, et de pouvoir aussi breaker ça par, ah ben voilà, mettons, on vous a montré la théorie, eh ben, allez voir comment ça se fait en pratique sur le terrain avant de revenir faire de la théorie puis de repartir en pratique. Donc je dirais que la plupart des gens viennent chercher ce côté-là et puis aussi surtout ce côté très international. On a plus de 125 nationalités présentes sur le campus, donc c'est vrai que c'est tout un monde qui s'agglutine ici à Lausanne. Et puis, on apprend de toutes ces interactions, en fait, des gens qui viennent des quatre coins du monde. Donc, voilà. Et alors, ce qui est aussi unique, c'est que quand je parle à des étudiants qui veulent rejoindre le HL, donc il y en a certains qui veulent travailler dans l'hôtellerie pure. Moi, Alexandre, je vais ouvrir mon restaurant, je vais ouvrir un hôtel, je vais devenir GM d'un hôtel. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'anciens étudiants de l'EHL qui sont GM, General Manager d'hôtels de Parmons et Parvaux, soit au Crillon à Paris, soit à Dubaï, soit à Singapour. Donc, nous avons un réseau qui est très développé. Donc, il y a une partie des élèves qui s'orientent dans ce secteur-là, dans l'hôtellerie et restauration, mais d'autres qui me disent, non, moi, Alexandre, je ne peux pas travailler dans l'hôtellerie. Je suis disposé à apprendre les ficelles de l'hôtellerie, mais mon but, c'est de travailler dans la finance, dans la gestion, d'ouvrir mon cabinet de conseil, de travailler dans le marketing du luxe, dans le sport. Beaucoup se rendent dans le sport aussi. La FIFA, le CIO, les sièges sont en Suisse. Donc, c'est une approche qui est très holistique, très globale, ce qui Mhm. fait, qui rend le l'EHL unique. C'est bien plus qu'une école de commerce et c'est bien plus qu'une école d'hôtellerie. Mhm. Je dirais que Et c'est vraiment une école où on met l'interaction humaine au centre, en fait, de tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que ça soit, enfin, dans n'importe quel business, peu importe où on va, on a toujours cette interaction avec le client. Et ça, on le voit aussi à l'UHL, de plus en plus de grandes marques ou de grandes maisons le comprennent et viennent justement chercher ces étudiants qui ont un peu, on va dire, ce savoir-faire, ce savoir-être, ce savoir-parler, ce savoir se présenter, qui est très recherché ici à l'UHL. oui, ça, cette relation au client, voilà, c'est savoir, effectivement. Donc, j'imagine que le campus, puisqu'on va essayer de partir faire ce petit tour avec vous assez vite, ce campus est aussi fait pour que les étudiants puissent avoir ces interactions, puissent avoir ce hands-on, ce côté plus, voilà, ce côté pratique. Est-ce que vous voulez nous emmener faire un petit tour là avec Allez, On y va. sur volontiers. place? On va faire. J'active mon téléphone. On va partir pour un petit tour et puis on va pouvoir montrer deux, trois endroits sympas de l'EHL. Donc là, on arrive vraiment dans ce qu'on appelle le M-Building, donc c'est vraiment le main building ici à l'EHL. Sur notre droite, on a ce qu'on appelle justement le M-Bar. Ça, c'est vraiment le point numéro un, justement, à toutes ces rencontres en fait à l'EHL ont lieu. C'est-à-dire que les gens viennent ici le matin prendre leur café, leurs croissants qui sont fraîchement préparés par les élèves de première année, pain au chocolat, ils viennent discuter. En fin de soirée, on va plus avoir des gens qui viennent prendre un cocktail, un apéro. Donc ça, c'est vraiment un des points vraiment de rencontre. On a des gens qui viennent se rencontrer entre amis, des gens qui viennent pour travailler, des gens qui veulent juste boire un verre tranquillement ou pour aussi diverses réunions meetings. Ça, je dirais que c'est vraiment le point central ici à l'UHL. C'est vraiment du coup le point de rencontre numéro un. Ensuite, si on continue encore un peu plus là-bas, on va arriver gentiment vers ce que nous, on appelle le food court, donc c'est vraiment l'endroit principal où les élèves vont en fait se restaurer. C'est-à-dire qu'on a plusieurs points d'entrée à l'UHL. Je vais peut-être vous en montrer un, deux. Mais ça, donc on est vraiment sur l'endroit principal à l'UHL où justement les étudiants peuvent venir se restaurer. On va continuer par là. Ça, je vous montre. Est-ce que tu nous entends, Alban? Tout est 5 sur 5. Parfait. L'image est claire aussi? L'image est claire, je vous suis, c'est super. Parfait. Là, je vous montre par exemple un des outlets. On va venir de ce côté. Ce que nous, on appelle ici le finger food. En fait, c'est du fast food en fait, de haute qualité. Et puis, comme vous voyez ici, les élèves avec des tabliers en fait, violet sont des élèves de première année qui passent sur justement leur workshop de première année. Ils passent par là. En fait, ils apprennent justement à servir dans ce type de restaurant. Et puis, on le voit aussi en cuisine. Si tu lèves un peu la caméra, on a des élèves de première année qui, eux aussi, du coup, apprennent la même chose, mais du coup, du côté cuisine. Donc ça, c'est un des outlets qu'on a ici à l'UHL. Juste derrière moi, on a aussi ce que nous on appelle la boutique à l'UHL. Donc vous avez plein en fait de produits qui sont faits directement par des élèves de première année. Ici, on peut voir sur la droite, si vous venez à peu près, on a justement des chocolats qui sont faits par les élèves de première année. Donc avec chef Julien Boutonnet, qui est dans la meilleure ville de France. Donc il passe une semaine par ce workshop, boulangerie, chocolaterie, et justement, ils vont produire. En fait, ils vont produire, pas être vendus directement ici à l'UHL pour les élèves qui parlent. Ici, on a les focaccia, les pains, les baguettes. Donc, tous les Oui. élèves qui passent par le HL vont apprendre à
à faire du chocolat, à cuisiner, à faire des... Ça, c'est la Exactement. première année, surtout? Ça, c'est la première année. C'est ce qu'on appelle en fait l'année préparatoire où en fait tous les élèves, on va passer par tous les aspects, je vais dire, opérationnels qu'on peut trouver dans un hôtel. C'est-à-dire qu'ils vont aussi passer par la plonge, ce qu'on appelle ici le stewarding, par le housekeeping, et en fait, ils vont apprendre tous ces métiers qui composent le monde de l'accueil, en fait, c'est comme on l'appelle maintenant. Et puis, ils vont pas l'apprendre seulement de manière, on va dire, pratique. Ils ont aussi toujours un côté théorique. C'est-à-dire que, ben voilà, ils vont faire peut-être le matin le chocolat qui va être prêt à être vendu l'après-midi. Et ensuite, l'après-midi, ils vont avoir des classes théoriques sur bah, voilà, quel est le business derrière, combien ça se vend, combien ça coûte, etc., etc. Et en fait, tous les élèves de première année passent par ça pendant 6 mois. Donc, ils passent par ces 20 workshops pratiques avant de partir pendant 6 mois en stage opérationnel dans un hôtel, n'importe où dans le monde. En fait. Et puis, bah, du coup, voilà, ça, c'est un peu la vitrine. Justement, on a aussi plein de produits qui sont produits par nos alumni, qui sont ensuite revendus ici dans la boutique. Mais vraiment, tous les produits, je dirais, qui sont frais et qui sont faits par nos élèves de première année, donc de ce que nous on appelle les années préparatoires, communément appelées ici les SAP en fait. Voilà. C'est par là. Tu vas pour une salle de classe ou tu veux qu'on aille au restaurant? On continue comme ça. D'accord. Je vais montrer encore 2-3 petits workshops. Voilà, par exemple, ici, ça, c'est ce qu'on appelle, nous, le coffee corner. Donc, pareil, ça va être plus pour nos amateurs de café, en fait. On peut venir ici déguster, tu montes directement ici sur la carte. Donc, en vrai, ça change tout le temps. L'offre de café, c'est différentes graines, différents cafés qui viennent de différents endroits dans le monde. Et pareil, en fait, les élèves d'année préparatoire, pardon, passent par ce workshop. Ils apprennent justement aussi tout le business qui est en fait derrière le café, comment le manager, à quel niveau. Ils vont apprendre vraiment à moudre les grains, à les faire à la machine traditionnelle, afin de servir un café qui va être différent, qui va vraiment être différent au niveau du goût, et que dans d'autres outlets, les cafés, je dirais, plus basiques à la machine. Voilà. C'est par là. Voilà, après aussi, tous les élèves que vous voyez ici avec des cravates rouges et des uniformes sont des élèves de première année, donc des élèves d'année préparatoire qui sont là, qui sont en train de travailler en fait dans l'école en elle-même pour pouvoir servir tous les boss en fait, qu'il y a derrière ça. Là, on se dirige donc là, l'endroit que notre accès s'appelle le food court. Comme je vous disais, c'est l'endroit principal où tout le monde se restaure. Ici, on va pas rentrer en détail, mais je vais t'expliquer l'offre, par exemple, qu'on a. C'est partie d'un des restaurants qu'on a aussi ici. Les élèves ont toujours le choix entre plusieurs offres. Ça change chaque semaine. Ils ont toujours sur la gauche une offre asiatique, puis on a ce qu'on appelle l'offre wellness, donc avec des plats un peu plus, on va dire, sains, on dirait pour ceux qui font attention un peu à leur ligne. On a toujours le grill où les élèves peuvent choisir entre 2 viandes rouges, 2 viandes blanches, un poisson, une option végétarienne. Dans le fond à gauche, là-bas, vous avez le coin dessert. À nouveau, les élèves de première année, durant toute la matinée, ils préparent les desserts en fait pour les élèves qui sont ensuite dans le programme bachelor. Et puis, ils les servent là-bas. Et puis, on a encore la trattoria où tous les élèves ont toujours 2 choix de pizza, 2 choix de pâtes. Au milieu, on a ce qu'on appelle le salad corner, plus l'offre de saison en général. Ça peut aller à un tartare, à une burrata, à un pokéball. Enfin, on a vraiment le choix pour se restaurer ici. Et puis là, on va arriver vers mon endroit préféré à l'UHL, qu'on appelle nous le berceau d'essence, appelé du coup le BDS. C'est notre restaurant Michelin. Donc c'est notre restaurant étoilé, à savoir Une étoile au guide Michelin. une étoile Michelin. Je conseille ça. Voilà le menu. Voilà. Savoir qu'on a du coup un restaurant étoilé Michelin ici à l'UHL et qui est aussi opéré du coup par des élèves de première année. Donc c'est sympa de savoir que c'est en fait le restaurant étoilé au monde avec le plus haut taux de turnover parce qu'en fait les élèves restent ici 2 semaines et ils changent. Ça fait aussi partie du défi en 2 semaines d'apprendre et d'être compétent de pouvoir servir dans un restaurant étoilé, un étoile Michelin, et en 2 semaines être capable d'être un one waiter, être capable d'être un chef de rang, être capable d'être un runner, etc. Donc je dois vraiment tout apprendre, la carte, le pairing avec le vin, quel couteau on met à quel endroit, les fromages, etc., etc. Donc c'est un workshop très technique, mais un workshop que les élèves en général adorent aussi. Et pareil, ils passent 2 semaines ici en fait. Super. Tout est clair pour toi, non? Ah oui, très clair, très sympa. Et puis là, je peux vous montrer un dernier endroit. Donc le BDS vient aussi montrer.
On peut rentrer. C'est juste un mec. Donc voilà, le BDS qu'on retrouve aussi avec ce qu'on appelle le berceau d'essence bar. Donc c'est un bar où vous allez trouver tous les cocktails en fait, quasiment vous trouvez dans le monde. Donc c'est-à-dire que vraiment les étudiants ont ici une carte, ils apprennent toute la journée à faire des cocktails au shaker, on the rock, etc., etc. Et puis le soir, ils viennent servir directement en fait pour tous les étudiants qui souhaiteraient voilà passer boire un verre ou alors tu pars. Petit aspect aussi, comme ça on peut montrer l'extérieur et on a un grand choix, on va dire, d'endroits où les élèves peuvent faire du sport. Ici, on le voit, on a 2 terrains de paddle là-bas, 2 terrains de tennis, à savoir qu'on a aussi une piscine semi-olympique ici, terrain de basket, simulateur de golf intérieur, un golf aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Cours collectif, exactement, les cours collectifs de fitness, de spinning, etc. On a aussi une piscine bien ici avec les saunas, les bains d'eau froide, terrain de rugby et terrain de foot. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de comités de sport aussi ici à l'UHL. Et en fait, c'est ça qui fait la vie d'étudiant, ici en fait à Lausanne. Puis là, voilà, la terrasse aussi. Surtout en été, il fait un peu, mais pas très beau, on dirait ça comme ça. Mais en été, ça devient vraiment à des moches qui sont ici à l'UHL. C'est un beau temps pour Lausanne, quoi. Toujours si on a classe. Donc là, ce que je disais avec tous les terrains qu'on a aussi de sport, etc. En fait, il faut savoir que ici à l'EHL, c'est vraiment une école qui fonctionne un peu, je dirais, sur le modèle américain. Ça veut dire qu'on a vraiment ce qu'on appelle nous les comités ici à l'EHL. On a plus de 30 comités qui font la vie étudiante. C'est-à-dire qu'on a le comité de foot, le comité de basket, par exemple, dont je fais partie, le comité de rugby, de golf, etc., etc. Et c'est vrai que tous ces comités fonctionnent en fait comme des petites entreprises. C'est-à-dire que chaque comité a un président, un vice-président, un head of event, un head of finance, un head of marketing. Et en fait, tous les étudiants en fait sont font partie de cette vie étudiante parce qu'ils sont dans un comité, ils travaillent pour ce comité pour créer des événements pour justement la vie des étudiants ici à l'UHL. C'est ça qui est vraiment sympa et c'est ça aussi où on va venir développer justement tous ces soft skills dont je parlais parce que c'est pas juste les étudiants viennent en cours, ont leur cours théorique puis rentrent à la maison pour étudier. Plus de 45% des étudiants font partie de la vie associative ici à l'UHL. Plus de 45% des gens travaillent activement pour un comité, sans compter tous les gens qui ensuite viennent aider pour les différents événements des différents comités ici à l'UHL. Donc c'est vrai que tous ces étudiants, tous ces gens qui ont un peu travaillent pour le HL, mais en fait travaillent pour les étudiants de l'UHL. Et c'est ça aussi qui fait un peu ce qui était sympa, parce que chaque semaine, on a un comité qui va de toute façon venir avec un event, voir le comité WeWine, donc le comité de vin, qui va organiser toutes les 2 semaines des tastings ici, qui vont faire venir un vigneron qui va venir présenter ses vins. On peut avoir les matchs du comité de basket, les matchs du comité de rugby, on peut avoir des compétitions de natation, enfin vraiment plein d'activités qui sont proposées justement par les comités pour les étudiants, et c'est ça qui fait un peu cette vie vraiment étudiante ici à l'UHL. Malgré le nombre de semaines, de stages, de voyages, d'échanges, il reste toujours suffisamment d'élèves sur le campus pour animer le campus et animer tous ces restaurants et tous ces comités, etc. Exactement. En fait, on a un peu plus environ 3500 étudiants ici à l'UHL. Et sachant que comme on doit faire un stage obligatoire de première année, puis un stage de 3e année, on a toujours environ 1000 élèves qui sont en stage. Mais il reste quand même 2500 élèves qui sont ici présents sur le campus. On est de retour au bureau. On est de retour. Écoute, c'était rapide et efficace. Je suis impressionné par l'efficacité. Très bien. Donc, en plus, on a eu pas mal de réponses déjà à nos questions. Donc, super. Alors, dans cette masse d'étudiants, est-ce que la majeure partie, ce sont des étudiants du niveau bachelor, du premier cycle, ou est-ce qu'il y a tout autant les deux? Qu'est-ce qu'on trouve? La grosse majeure partie des étudiants à l'EHL sont du bachelor. On a 3 masters ici à l'EHL, mais ça représente une quantité beaucoup plus petite en fait de nos étudiants. Et puis on a aussi un programme qui s'appelle le programme CREM. Donc ça, c'est un programme où ça va plus être pour des gens qui ont déjà de l'expérience et des gens qui veulent s'orienter vraiment hôtellerie-restauration. Donc des gens qui ont déjà peut-être travaillé en tant que chef de rang, qui ont travaillé dans les restaurants, dans les cuisines, etc. Ils vont venir se faire ce programme CREM. Donc ça va être comme le programme d'année préparatoire. Ils vont passer par tous les workshops pratiques, mais eux, ils vont aller beaucoup plus dans le détail. Et ils vont aussi, il y a certains workshops qu'ils ne vont pas faire. Par exemple, l'housekeeping, ils vont passer 1 semaine d'housekeeping. Mais peut-être qu'au lieu de faire 2 semaines d'analogie, ils vont peut-être faire 1 mois d'analogie. On va vraiment aller pousser certains aspects de l'hôtellerie
plus technique que ce que des élèves de bachelor première année auraient. Et du coup, ça, c'est un certificat qui se fait sur 5 mois, donc un semestre ici à l'UHL. Et puis, en fait, il y a une rotation tous les 5 mois, eux, ils changent. Et ils sont environ chaque année, enfin, chaque semestre, une vingtaine. Donc, je dirais 40 par année environ. Ok. Donc la majeure partie sur le bachelor. Et donc ce bachelor, il n'y en a qu'un. Il y a un seul Oui, programme. Les élèves n'ont pas à choisir entre plusieurs programmes. Et c'est un Bachelor of Science en management, c'est ça? C'est ça, Donc, qu'est-ce exactement. qui fait que c'est un... Parce qu'on parle souvent sur notre plateforme des BA, BSc, etc. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle ici c'est un Bachelor of Science qui est proposé? Alors, j'ai demandé au comité d'admission et d'accréditation quand je suis arrivé. Ils m'ont dit que c'était par rapport à la prépondérance des mathématiques et de la finance dans le cursus. C'est ça qui sont assez, donc j'imagine, avancés En pour arriver. effet. Et on demande un niveau de mathématiques plutôt très élevé même. Par exemple, pour le bac français, pour ceux qui passent le bac en France, on demande la spécialité mathématiques plus la spécialité SVT ou physique-chimie. Pour ceux qui choisissent le bac général. Pour ceux qui prennent le bac STMG, ils sont acceptés parce qu'ils ont des cours de finance, de gestion mathématique dans leur cursus. Donc, c'est vrai que D'accord. la part des mathématiques est assez prépondérante et Emilien, Mhm. qui est la boîte des maths, pourra vous le confirmer. Non, c'est vrai qu'on a une grosse partie, on va dire, axée sur les chiffres. En fait, comme je l'expliquais avant, on a d'abord l'année préparatoire, donc les 6 mois vraiment axés très pratiques, puis 6 mois de stage. Ça, c'est aussi toujours sympa parce que c'est de là aussi où la plupart des élèves, je dirais, de l'EHL ont peut-être une maturité, on nous oblige à maturité très vite parce que on rentre en université, on fait que 6 mois ici. Puis moi, j'ai déménagé à l'autre bout du monde, j'étais à Dubaï, je vivais tout seul, travaillé dans le meilleur hôtel du Moyen-Orient depuis étant 4 années consécutives. Et puis, je suis là, j'ai mes responsabilités à prendre, donc c'est très intéressant. Et puis, quand on revient, en fait, du coup, pour le programme bachelor, du coup, il nous reste 3 ans plus théorique, dont un stage de 6 mois. Là, on a toujours deux gros modules. On a toujours le module finance, puis le module hospitality. Et du coup, le module finance est quand même une grosse partie du bachelor durant ces 3 ans. Et on a vraiment la plupart des cours qu'on retrouve dans les grandes écoles de commerce, on a les mêmes quasiment. Et donc pour un bachelier français, il faut faire spé maths et une spé scientifique jusqu'en terminale. Oui. Pour le bac général. On peut suivre cette spé par le CNED si on avait... Alors, c'est vrai que le bac français, ça peut prêter à confusion. Donc, il faut la spécialité mathématique, pas enseignement scientifique, pas maths spécifique. Il faut la spécialité mathématique dès la première. Ouais, D'accord? Et avec aussi l'aspect SVT ou physique-chimie. Si jamais l'élève n'a pas l'aspect physique ou SVT, il ou elle peut suivre ce cursus via le CNED. Le en CNED, c'est terminale. du cours à distance, du cours à distance sur la plateforme du Ouais, c'est ça. CNED. Mais les mathématiques, c'est vraiment la condition sine qua non. Il faut les maths. Les maths ne sont pas possibles d'être suivis via le CNED. La SVT, Est-ce qu'il y a, certaines universités dans certains pays donnent des notes assez précises? Est-ce qu'il y a des notes qui sont données par le HL ou est-ce qu'il y a un range un petit peu est-ce que il faut avoir l'aspect maths, mais il faut avoir 14, il faut avoir 15, il faut avoir 12? alors pour le bac en France, on prend une moyenne de 12 sur 20 pour la moyenne globale. Et c'est vrai qu'ils sont assez pointus sur la note des maths. Si une personne a 7, 8, 9, ils vont être assez, pas méfiants, mais ils vont avertir la personne qu'avec le niveau actuel, ce ne sera pas suffisant pour le HL et il ou elle risque d'échouer et qu'il va falloir qu'elle prenne des cours en plus. Après, on ne demande plus de la moyenne en mathématiques. Mais une Ouais, c'est personne ça. qui a 9, mais qui a 12 de moyenne globale au bac ou 14, on va lui envoyer un email lui disant, écoutez, là, il y a le red flag. Il faut vraiment vous travailler les mathématiques parce que le niveau à l'EHL est très élevé en mathématiques. Et donc, Mm. il y a des échecs. Il y a beaucoup de Français qui échouent. Ça, c'est une réalité. Donc, on met en garde les étudiants qui sont bons en mathématiques ou moyens, mais on les met en garde. C'est C'est, important de le savoir, ah effectivement, oui, parce que ce sont des études où parfois on pourrait se dire, ah bah, je peux lâcher les maths, pas à Ah, l'heure, en tout cas. surtout pas, hein. Surtout Ça, pas. c'est vraiment, je peux vous le dire. Ouais, ok. Et alors, le cursus, est-ce qu'il se fait en français? Est-ce qu'il se fait en anglais? Qu'est-ce qui peut se faire dans les deux langues? Comment est-ce que ça se passe pour les élèves? Alors, l'année préparatoire est en anglais pour tout le monde. Ça, il n'y a pas de. C'est pour les 6 premiers mois, c'est pour tout le monde. Ensuite, quand on revient du coup pour la partie bachelor, donc nos 3 ans de BOSC, on peut choisir. C'est-à-dire que pour les 1 an et demi, donc les 3 premiers semestres, on peut choisir soit le cursus anglais, soit le cursus francophone. Puis on repart en stage pendant 6 mois. Et dès le moment où on revient, c'est une année full en anglais, en fait. Donc, D'accord. il y a un peu ce mélange. Donc, soit on fait tout en anglais, soit on fait anglais, une partie français, puis on retourne en anglais. C'est vraiment à l'étudiant, en fait, de décider. Et ça se décide quand on est au lycée ou ça se décide quand on arrive à l'EHL pendant s'inscrire à l'année l'EHL. préparatoire? Dès qu'on veut s'inscrire à l'EHL, dès qu'on commence un dossier de candidature, il faut choisir la langue du programme. Soit en anglais
ou soit le programme hybride français et anglais. Et donc là, on va demander aussi un test d'anglais. On va demander un test d'anglais, soit l'IELTS, soit le TOEFL, soit le TOEIC ou soit le Duolingo. En général, pour le diplôme hybride, on demande un niveau B2 et pour le D'accord. niveau en anglais, on demande un niveau C1, plus ou moins. Voilà. Il faut fournir le test d'anglais avant de débuter à l'EHL. C'est D'accord. indispensable. Ok. Et L'anglais, le Duolingo est accepté, ça c'est bien. est Le test Duolingo est accepté, ça c'est oui, bien. oui, oui, oui. Un test d'une heure et demie, très condensé, mais qui est accepté. Ok. Donc le HL a maintenant deux campus, hein, parce qu'il y a un campus, donc le campus historique de Lausanne où vous êtes actuellement, et puis il y a un campus aussi à Singapour. Est-ce que ça change quelque chose pour les élèves ou c'est plutôt que certains élèves vont sur l'un, certains vont sur l'autre? Ou est-ce qu'il y a des Alors, il y a passes? même trois. Il y a le campus de l'EHL à Lausanne, il y a le campus ici à Passy, de la Suisse allemande. Là, c'est Ok, plutôt un campus lié à l'hôtellerie et restauration, plutôt tourné gastronomie, art culinaire, art pratique. Donc là, c'est dans les montagnes à 1 heure de Zurich. ok. Ensuite, il y a le campus à Singapour. Donc, ce qui est intéressant avec Singapour, c'est que les élèves en troisième année, en Bosque 3, peuvent passer un semestre à Singapour. Ok. Emilia, tu ne l'as pas fait, toi, non? Exactement, moi c'était pour d'autres raisons, parce que on va dire qu'on a beaucoup de gens qui vont à Singapour, parce qu'en fait ce semestre, on peut le faire, le semestre qu'on appelle nous de mobilité, on le fait juste avant de partir en stage. Et du coup, beaucoup de gens à l'EHL ont un fort intérêt en fait pour l'Asie, et en fait ce qui fait que de faire le semestre juste avant le stage à Singapour, ça leur permet justement de décrocher ces stages en Asie, parce que Vas-y. bah, là, il y a beaucoup de networking qui sont organisés avec toute la région d'Asie. Il y a beaucoup de CEO qui viennent sur le campus, il y a beaucoup de guest speakers, etc., etc. Et c'est vrai que je dirais que la majorité des personnes qui font ce choix finissent derrière avec leur stage de troisième année en Asie. Donc ça, je dirais, la plus grosse raison pour Mhm. ces personnes choisissent de partir à Singapour. Et cette partie mobilité, elle peut se faire dans d'autres universités partenaires ou c'est seulement avec le campus de Singapour? On a dans très rares cas, on peut avoir certains qui vont à PolyU à Hong Kong, mais ça, c'est vraiment quelques rares Ah, exceptions. ok. On a un partenariat avec PolyU Hong Kong. Donc voilà, mais ça, c'est vraiment quelques cas D'accord. isolés où il y a cette possibilité, mais il faut demander assez en avance et c'est des procédures, on va dire, un peu plus complexes que Ok. Singapour. Singapour, on peut vraiment juste se décider, bah, je pars à Singapour, puis bah, c'est le HL, on repart dans le même campus, en fait. Ok. Super. Et alors, à quel type de lycéens, on a compris qu'il fallait un niveau de maths minimum, on a compris que c'était voilà, une formation qui proposait aussi quelque chose de pratique, de holistique, d'assez social. Mais à quel type de profil est-ce que ça correspond, le HL? Après, déjà, des gens qui ont une ouverture internationale, Oui, personnes qui ont vraiment. Beaucoup d'élèves ont voyagé. Quand on discute avec les élèves, le français ou autres, c'est des élèves qui parlent plusieurs langues, qui sont bons en anglais, surtout alors, je veux dire, les Suisses allemands. Alors, moi, je suis en contact avec certains d'entre eux, ils parlent 4 langues. J'en ai cinq, j'en ai rencontré 5, et les 5, ils parlent au moins 4 langues. Donc, Mhm. elle a des profils extrêmement internationaux, des gens qui ont une ouverture, une curiosité intellectuelle et des gens qui sont ambitieux, qui veulent occuper des postes à haute responsabilité, de cadre supérieur ou d'entrepreneurs. Donc mhm, la liste, elle est plutôt longue, mais ce qu'on recherche, c'est une certaine intelligence, pas forcément des gens avec des 18, et c'est bien, mais on veut surtout une personnalité, un charisme, une volonté d'apprendre, des gens qui sont travailleurs, des élèves travailleurs, des élèves travailleurs. C'est intéressant ce qu'il disait, c'est qu'il faut, à l'EHL, on a 85% des étudiants qui sont trilingues. C'est-à-dire que si vous parlez 3 langues, vous êtes juste comme tout le monde. Donc ce qui est fou, quand même, parce que moi, c'est mon cas, je parle quasiment 4 langues. Dans la vie en dehors de l'EHL, tout le monde dit, ah, mais c'est incroyable, tu parles des Ouais. langues. À l'EHL, oui, bon, tu es un étudiant, quoi, c'est tout ce que tu es. Donc ça, c'est vraiment assez drôle aussi. Donc c'est vrai que cette ouverture internationale, quand on parle avec les gens, tout le monde a vécu dans plein de pays différents, même que ce soit avec les stages, etc. Je veux dire, maintenant, moi qui rentre dans ma dernière année, j'ai vécu dans 5 pays différents. Donc on a quand même ce profil où les gens partent, vont vivre des expériences, en fait. Et donc, je dirais que c'est ça un peu l'archétype de l'EHLien. ok. Et alors, qu'est-ce que ces élèves qui ont ce profil-là, qui sont intéressés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, hein, des élèves en seconde, en niveau seconde, niveau première, qu'est-ce qu'on peut faire au lycée, à part maintenir son niveau de maths et sa motivation, qu'est-ce qu'on peut faire au lycée pour augmenter ses chances d'être admis, pour faciliter la transition si on vise une école comme le HL? Alors, déjà, voyager et essayer de perfectionner son anglais, parce que c'est vrai qu'en France, il y a des élèves qui ont du mal avec l'anglais. Donc, perfectionner l'anglais, voyager, effectuer des stages d'observation dans les hôtels ou dans les restaurants. C'est Oui, possible de faire ça.
en seconde ou en première, certains le font, ou même travailler, essayer de travailler dans un hôtel ou travail saisonnier à la montagne pour la saison du ski, ou bien pendant la saison en Côte d'Azur, pendant la haute saison en été, dans un resort ou un boutique hôtel. Je pense que c'est important de lire aussi, de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Il y a deux revues que je conseille souvent, c'est Courrier International, ou le Monde diplomatique, ou voir les Échos, de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde et être quelqu'un d'actif, éventuellement, bon, je dirais faire de l'exercice, essayer d'avoir une bonne voilà, d'avoir des activités, soit faire du sport, avoir des passions, du sport, faire de la cuisine, essayer voilà, avoir une curiosité intellectuelle, c'est le plus important, de se challenger. La plupart des élèves à l'UHL, très souvent, font quelque chose avant le l'UHL. C'est-à-dire qu'ils terminent leur bac, ils prennent très souvent une année, 2 ans, ils vont vivre une expérience, ils vont voyager, apprendre une langue, faire trop de choses, travailler avant de commencer le l'UHL. C'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans la culture. Ici, la plupart des gens ont voyagé ou ont vécu à l'étranger, ils sont partis apprendre une langue, ou on travaille pendant 6 mois dans un hôtel, puis on fait le tour de l'Amérique latine pendant 6 mois. Enfin, la plupart des gens ici n'ont pas cet enchaînement de je fais le bac, je passe mon été et j'arrive à l'UHL. Beaucoup de gens D'accord. font autre chose. C'est pour ça aussi qu'on a la rentrée de février, en fait. On a 2 rentrées par an, donc Oui, Une en septembre, une en février. Par exemple, moi, je suis rentré de février, parce que j'étais à l'armée pendant 2 ans avant de commencer le HL. Et donc voilà, et la rentrée de février permettait d'allier ça, justement, en fait. d'accord. Donc, oui, pas besoin de se presser en disant qu'il faut absolument que j'enchaîne. Voilà, Mhm. les années de césure sont bien vues, voire C'est sont bien vu. valorisées. Et il ne faut pas se dire, bah, si j'arrive sur le campus à 20 ans, je vais être le plus vieux. Il n'y a pas de Pas problème. du tout. Moi, j'ai commencé à 23 ans, donc j'ai pris mon temps. Super. Ok, alors comment est-ce que ça se passe un petit peu sur les choses un peu plus techniques? Comment est-ce que ça se passe au niveau du logement? Parce qu'il y a des endroits où c'est très compliqué. En Suisse, ça peut être cher. Est-ce que c'est tout le monde vit sur le campus? Est-ce que les élèves se débrouillent? Est-ce que les élèves sont soutenus? Comment est-ce que ça se passe pour les étudiants qui arrivent à l'EHL? Ouais, je dirais qu'en année préparatoire, tout le monde vit sur le campus. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les dorms directement ici. Donc, tout le monde vit sur le campus. C'est très, très sympa parce que bah, on est tous un peu dans ces workshops. Les boulangeries, pâtisseries, vous commencez à 4 heures du matin. Ceux qui travaillent au restaurant étoilé le soir, ils commencent à enchaîner à 15 heures. Donc, tout le monde habite sur le campus parce que bah, c'est très malléable. Justement, on est à côté. Puis, on part en stage. La plupart du temps, quand on part en stage à l'étranger, déjà en dehors de l'Europe, la plupart des gens sont logés justement par l'établissement. Puis quand on revient ici, il y a en fait, deux chemins possibles qui s'offrent aux étudiants. Soit on décide de continuer à vivre sur le campus, à nous, ce qu'on appelle le neighborhood. Donc, c'est des appartements qui vont de studio jusqu'à 4 personnes. Donc, on peut partager avec d'autres étudiants de l'EHL. On a une cuisine, vraiment un vrai appartement qui est vraiment un peu sur le plan du campus. Ou alors, on décide d'habiter en ville de Lausanne ou dans les alentours, ce qui a été, par exemple, mon choix. Et du coup, en fait, on a des groupes où, en fait, les étudiants de dernière année redonnent leur appartement aux étudiants qui reviennent de stage de première année. Donc, on a un peu une roue d'appartements. Donc, il y a des appartements qui sont que EHL, puis ils n'arrêtent pas de se faire passer d'année en année. Mais donc, voilà, on a vraiment ces deux choses qui se distinguent. Donc, soit on décide de vivre campus, soit de vivre sur Lausanne. Ok, donc c'est pas un souci en tout cas, Pas du tout. pas de stress à avoir pour Ah les non, élèves. ça va. Ok. Et au niveau de l'obtention d'un visa d'études, il y a des pays, pareil, c'est compliqué. Quand on arrive de certains pays, les élèves sont un peu stressés de se dire est-ce que je vais avoir un visa? Comment ça se passe en Suisse? Est-ce que c'est assez automatique? Est-ce que ça peut être compliqué? C'est assez automatique. C'est-à-dire que bah, comme le système est fait en Suisse, on a beaucoup, pour les étudiants internationaux, on a ce qu'on appelle le permis B. En fait, c'est un permis qui doit être renouvelé chaque année et qui, en fait, sous la simple présentation, très rapidement résumé, si on a un passeport valable et qu'on vient d'un pays étranger et qu'on a une attestation qu'on va étudier en Suisse, on peut avoir ce permis durant une année qui doit être revenu en fait chaque année. Et on a l'EHL, on a ce qu'on appelle le service centre, qui accompagne les élèves dans toutes ces démarches. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves n'ont même pas en fait à se préoccuper qui est-ce que je dois appeler, est-ce que je dois avoir avec la commune? Non. On envoie nos étudiants à l'EHL et tout est orchestré directement par le service centre, ce qui fait que ça, j'ai jamais entendu aucun élève qui a eu de problème alors qu'il y a quand même 125 nationalités sur le campus. Donc, quand même, Ok, oui, c'est qu'ils arrivent à avoir des élèves de dès tous les qu'on arrive à avoir des visas en clair. Super, ouais, effectivement, c'est rassurant. Et alors, pour un élève qui serait en fin de première ou en début de terminale et qui se dit, bon, moi, j'ai envie de candidater, comment ça se passe? Quelles sont les étapes? Voilà, quelle est la durée? Quelles sont les étapes du processus de sélection? À quoi s'attendre? Alors, la procédure, elle commence dès la fin de première, à l'été. Dès que les étudiants obtiennent leur dernier bulletin de la première, ils peuvent directement candidater à l'EHL. Donc, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'ouvrir un espace dédié sur notre site.
Et ensuite, ils joignent des documents obligatoires. Il faut un CV. D'accord, moi, je les aide à créer leur CV, soit en français, soit en anglais, selon la langue du programme choisi. Ensuite, il faut rédiger une rédaction. On propose trois choix, trois sujets au choix. Il faut en choisir un. Donc, c'est 150 mots, une page. Ensuite, il faut tous les relevés de notes de la seconde et de la première, avec un test d'anglais, surtout pour le diplôme en anglais. On donne un test d'anglais immédiatement. Copie du passeport et éventuellement des lettres de recommandation. Voilà. Une fois que ces étapes sont terminées, l'étudiant reçoit un email avec des liens pour des tests en ligne, des tests de logique arithmétique, des tests d'aptitude, des tests de rapidité, et aussi des questions de motivation. Donc, les élèves postulants doivent se filmer et répondre à 4 questions de motivation et de personnalité. Ça dure à peu près 1h30 sur une plateforme partenaire qui s'appelle Kira. Deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, c'est un entretien en ligne via Teams avec un étudiant ambassadeur, ça peut être Emilien, et une personne du recrutement des admissions. Voilà, donc c'est 3 étapes, en général, qui sont réalisées dans un délai d'1 mois et demi. Et l'entretien final n'est pas facile. Donc moi, j'accompagne mes candidats pour le préparer. Moi, je leur donne pas les bonnes réponses. Je leur donne les bons codes de conduite à adopter. Voilà, bien préparer l'entretien, être élégant, le type de réponse qu'il faut avoir, le type d'études à avoir. C'est pas, ça peut être intimidant, cette question, c'est pas forcément facile. Donc, on les aide. Et après, ils peuvent avoir une réponse de principe, ils peuvent avoir une offre conditionnelle. D'accord? Et donc, l'offre conditionnelle est conditionnée au fait d'avoir son baccalauréat ou sa maturité ou son bac international avec la note qu'on veut et d'avoir aussi le test d'anglais. Voilà, c'est conditionné à ça. D'accord. Et donc, pour revenir sur l'entretien, est-ce qu'on est sur plutôt des questions de fond où on va aller parler de ce qui se passe dans le monde actuel, de l'hospitalité, du luxe, ou est-ce que c'est des questions plus sur le parcours de l'élève, sur sa motivation par rapport à l'EHL? Les deux. Les deux. Les deux. C'est vraiment sur le parcours de l'élève. Et puis aussi, bah voilà, est-ce qu'il connaît un peu le monde de l'hospitalité? Pourquoi le HL? Comment est-ce qu'il peut nous en parler? Donc, ouais. Mise en situation, jeu de rôle, hein, ça peut être pas déstabilisant, mais on veut vraiment voir ce qu'ont les élèves dans le ventre, entre parenthèses. C'est important sans les déstabiliser, mais de creuser, de voir quelle est leur réflexion, quelle est leur vue sur leur vision du monde. C'est ça que j'incite les élèves à lire certaines revues pour qu'ils aient cette vision-là. Voilà. Et ça se Surtout là, passe ça se passe toujours en ligne? toujours en ligne, toujours en ligne, toujours en ligne. C'est beaucoup plus pratique. Parce qu'il y a Ok. des étudiants qui sont aux États-Unis, d'autres en Chine, d'autres au Japon, en Australie, donc c'est compliqué ça. Mais c'est possible d'aller visiter le campus avant, même Évidemment, conseiller. journée portes ouvertes ou campus ou visite privée. D'accord, donc c'est possible même sur une famille qui Ah passerait oui, par oui. là, peut. Bien évidemment. Et même, ça peut se faire très facilement au pied levé. Ça veut dire que si tout d'un coup vous résidez en Suisse, on aimerait bien visiter le campus, vous pouvez sans autre appeler et il y a de fortes chances qu'on puisse vous recevoir d'ores et déjà le lendemain. Oui, D'accord. Donc, flexible. voilà, réserver une place au restaurant, puis du coup, on voit le campus. Exactement. Une pierre deux coups, comme on Ok. dit. Bon, William doit s'absenter, il a une obligation, il a un Ok. autre rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emilien, pour cette visite. C'était un plaisir d'avoir ta perspective d'étudiant. Plaisir partagé. Mais en tout cas, si je devais conclure sur quelque chose, je dirais que vraiment le HL m'a transmis maintenant du coup dans ma dernière année avant de me lancer dans le monde en guillemets professionnel. Je dirais que c'est plus qu'une école en guillemets un peu standard, et même si je compare avec plein d'amis à moi qui font aussi des top business schools, hein, que ce soit HEC, que ce soit NYU aux États-Unis, etc., etc. C'est vrai que la vie d'étudiant qu'on a ici est très différente et c'est en plus une vraie expérience aussi de vie. Les gens, quand ils sortent 4 ans plus tard, et même là, je le vois moi qui suis en dernière année, on en sent vraiment changer. On a changé peut-être de perspective, de notre vision des choses, de par nos stages, etc. Donc vraiment, je pense que il faut plus le voir comme une école de vie plus qu'une simple école de business comme on pourrait le voir dans d'autres choses. Et j'imagine un réseau aussi qui est assez unique. Oui, ça, alors ça n'a Ouais. sans limite. Le réseau LHL, bah, ouais, comme vous pouvez imaginer, quand on vient de 125 pays différents, en général, on connaît vite du monde, on est très vite connecté un peu partout. Voilà. Super. Bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci, Merci. William. À Merci, bientôt. à très bientôt. Petite question technique aussi. À quel moment donc, tu nous disais que c'est possible de candidater en fait dès la fin de la première, quand on a le troisième bulletin de première, donc c'est intéressant, et que le processus prend donc plusieurs semaines. Au moment où on reçoit l'offre, est-ce qu'il faut tout de suite s'engager avec l'école? Est-ce que donc il faut que les élèves, au moment où ils se lancent dans la candidature, soient prêts entre guillemets à s'engager avec le HL au cas où il y a une offre positive? Ou est-ce que on reçoit une offre et puis on peut attendre jusqu'à la fin de la terminale pour répondre? Comment est-ce que ça se passe à l'EHL?
C'est une très bonne question. Donc, une fois que l'élève a passé son entretien final, elle ou il reçoit la réponse entre 7 et 10 jours. Ensuite, l'élève doit se connecter sur son portail personnel pour accepter l'offre. Ensuite, là, on demande un acompte de 6 000 francs suisses pour réserver la place. D'accord? Et une fois que, et ensuite, cet acompte, si jamais l'élève n'a pas la moyenne au bac qu'on demande, il est remboursé. D'accord? Si jamais l'élève n'arrive pas, donc c'est une offre conditionnelle à ça. Mais l'élève peut réserver sa place. Et ensuite, certains décident parfois de reporter à la rentrée suivante. D'autres aussi parfois annulent. Mais s'ils annulent sans raison valable, ils sont pas remboursés de cet acompte. D'accord? C'est Mais cette offre possible oui, de décaler d'un semestre ou ah oui, 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 oui. On envoie un email avec les raisons et ensuite ils peuvent décaler pour février. Bien sûr, ça arrive de temps en temps. d'accord, très bien. Parfait. Non, écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Oui, les frais de scolarité, est-ce que, ouais, c'est ma dernière question, est-ce qu'il existe des... C'est les mêmes pour tout le monde, j'imagine, qu'on soit passeport européen ou hors Union européenne, et est-ce qu'il y a des possibilités de bourse? En gros, voilà, comment ça se passe au niveau de la... Alors pour les frais de scolarité, ils diffèrent selon. Alors les Suisses ont un tarif différent parce que les études sont financées par l'HESSO, c'est un organisme accréditeur. Donc ils financent une partie des frais pour les Suisses, ou par exemple même des étrangers qui ont un permis G, par exemple à Genève, ou des personnes qui ont certains types de visas. Ils peuvent avoir le tarif suisse, d'accord? Mais en général, c'est le même tarif pour tout le monde. Mis à part pour les Suisses, c'est le même tarif pour tout le monde. C'est à peu près, pour les non-Suisses, on va dire 45 000 euros l'année, plus ou moins, et pour les Suisses, en moyenne, c'est 25 000 euros l'année, plus ou D'accord. moins. Et de frais de scolarité, sans le logement. Alors, particularité qui inclut aussi les frais de bouche, parce qu'il y a une carte prépayée, donc le montant est inclus. La carte prépayée, donc ils peuvent aller déjeuner au food court, dans le restaurant, et le restaurant étoilé ou les bars, ils peuvent aller se restaurer. Et le montant est déduit de leur carte. Et ensuite, en général, dans ce montant-là, l'hébergement de l'année préparatoire est inclus. D'accord, ah, super. L'année préparatoire seulement. Potentiellement, d'accord. Ouais. C'est vrai que les frais peuvent être un peu différents par année. Je crois que sur votre site, on peut voir pour chaque année. Exactement. Exactement, oui, en effet. Je vous ai donné une moyenne par année, voilà, pour que ça soit plus lisible. Oui, ça. Est-ce qu'il y a des possibilités de bourse ou c'est quelque chose qui est... Alors oui, oui, bien sûr. Nous avons une fondation qui est dédiée à cela. Donc, elle propose des tuition waivers, une bourse dès l'année préparatoire qui va de 5 000 à 20 000 francs suisses. Donc, il faut cocher une case dans son portail d'inscription, tuition waiver, et ensuite invoquer les raisons pourquoi on postule pour la tuition waiver. Et ensuite, il y aura un dossier à remplir avec les revenus de la famille, les frais annexes ou les dépenses mensuelles. Bon, ça, c'est sur un tableau Excel. Et ensuite, il y aura un entretien pour voir la viabilité du projet et voir si l'élève est éligible ou non à la bourse. Donc ça, c'est pour l'année préparatoire et aussi pour la bourse. Pour les 3 autres années, c'est un maximum 10 000 euros, 10 000 francs suisses par an. D'accord? Et sachez que la fondation propose des prêts à taux zéro. Ah, ok, très bien. Propose des prêts à taux zéro. Tous Voilà. les étudiants, même internationaux. Oui, 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 bien sûr. Hein. Après, c'est sous condition. Hein. C'est la fondation qui décide. Hein. On Oui, n'a c'est pas ça. dessus, mais c'est vraiment la fondation qui décide selon les critères que j'ai mentionnés auparavant. Ok. Et les bourses, donc oui, c'est plus à l'américaine sur les besoins financiers de la famille par rapport Financier, critères académiques, critères de motivation, tout c'est ça. une approche pareil holistique. Hein. On essaie de prendre, c'est une approche très globale. Ok, super. Super. Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas discuté à rajouter? Non, après, il faudrait, comme Emilien l'a mentionné, il faut venir à l'institut, à l'école. Quand je suis à Lausanne, je fais venir des candidats potentiels. Je leur demande de venir avec leurs parents pour faire une visite, c'est toujours mieux. Soit vous venez pour un événement spécial, pour la porte ouverte, ou soit vous venez pour une visite privée. Ensuite, sachez que nous organisons des cours d'été pour les élèves qui s'intéressent au bachelor, qui ont voilà, qui ont des doutes, et c'est tout à fait normal, et qui veulent voir comment ça se passe à l'EHL. Ils peuvent venir. Ils viennent pour la Junior Academy, ce sont des cours d'une semaine légers, hein, il n'y a pas d'examen, ce sont des cours type bachelor avec des cours de boulangerie, de pâtisserie, des cours type de finance qu'on propose au bachelor, des activités ludiques au sein de l'école, des visites d'hôtels, de restaurants à Lausanne, des dîners à l'extérieur de la ville. Donc ça s'appelle la Junior Academy. Donc c'est un excellent moyen pour les élèves intéressés de voir si ça correspond à ce qu'ils recherchent, tout simplement. Voilà.
J'imagine que c'est le meilleur moyen. Là, en une semaine, on a un condensé voilà, Exactement. ensemble la vie sur le campus, les différents cours, Exactement. En effet. super. Oui. Je pense que c'est effectivement une bonne, parce que c'est voilà, c'est pas un choix comme les autres. Le HL, c'est une option voilà, qui est assez unique. C'était intéressant de voir Emilien nous dire qu'effectivement, il n'y a pas que des élèves qui veulent faire travailler dans le domaine de l'hôtellerie, qu'au final, les compétences acquises dans le bachelor peuvent être valorisées dans plein d'autres secteurs. Mais je pense que c'est effectivement bien d'aller passer une semaine sur le campus comme ça pour se tester et voilà, s'assurer que En c'est effet. Ça s'appelle la Junior Academy. La Junior Academy, c'est ça. EHL. Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Alexandre, pour Je t'en prie. ce temps avec nous. Et puis, bah, voilà, à bientôt. À très Euh, bientôt. bientôt. Et puis, à bientôt à tous nos auditeurs pour une nouvelle émission d'Anywhere Uni avec une nouvelle université.